Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc aujourd'hui c'est la bataille de Bouvines. Donc on revient dans le Moyen-Âge cette fois-ci. Donc je m'appuie sur quelques ouvrages, hein, je n'ai pas pris 100. Tout d'abord le livre qu'on va... Enfin, je vais vous montrer d'abord le livre qu'on verra la semaine prochaine. Hein. C'est un roman, hein, bien sûr, c'est le thème de l'émission. Donc un roman de Jean Daillon. Hein, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Donc il a publié il y a peu de temps La bataille de Bouvines. Ça c'est l'édition poche. Hein. Donc ça doit faire un an qu'il a dû, ou deux qu'il a dû sortir l'ouvrage en grand format. Donc c'est La bataille de Bouvines 1214 de Jean Daillon. Hein. Donc c'est dans le cycle des aventures de Guilhem de Celle. Voilà. Donc roman historique. Donc ça c'est la semaine prochaine. Et pour avancer là-dessus, donc je m'appuie surtout sur la bataille de Bouvines de Dominique Berthélémy, de l'Institut. Donc je vous lis donc le quatrième de couverture. Donc la bataille de Bouvines, remportée le 27 juillet 1214 par Philippe Auguste sur un empereur allemand, un comte de Flandre et d'autres coalisés, a été l'un des événements les plus célébrés de l'histoire de France, du XIIIe au XXe siècle. Elle a été considérée comme un succès décisif, couronnement de l'un des règnes les plus constructifs de notre histoire. Son souvenir, mêlant l'histoire aux légendes, pouvait à la fois galvaniser la France dans ses guerres nationales et alimenter le débat politique sur la royauté, la noblesse, l'armée populaire. Dominique Berthélémy approfondit et réoriente la critique historique au terme d'enquêtes serrées sur les chevaliers présents au front et sur l'élaboration et la réécriture des récits de Bouvines, l'ouvrage de référence. Agrégé et docteur en histoire, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Dominique Berthélémy est professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Paris-Sorbonne et directeur d'études émérites à l'école pratique des hautes études. Il est notamment l'auteur de l'an 1000 et la paix de Dieu, la France chrétienne et féodale, 980-1060, et chez Perrin de la chevalerie. Voilà. Donc vous allez voir tout à l'heure, on va prendre un passage également dans les œuvres de Georges Duby, hein, qui est un historien de l'Institut du XXe siècle, hein, voilà, et très célèbre. Il faut écouter sur YouTube notamment un apostrophe consacré à la féodalité, qui est excessivement intéressant. C'est une grande hauteur intellectuelle. Voilà, donc par contre, dans l'ouvrage de Dominique Berthélémy, je vous ai choisi la page 7, Philippe Auguste, page 7. Page 7. Page 7. Alors, la bataille de Bouvines, remportée le 27 juillet 1214 par Philippe Auguste, près de Lille, sur un empereur allemand, un comte de Flandre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et d'autres coalisés que finançaient tous le roi d'Angleterre, hein, c'est une vieille histoire donc, même sous Napoléon, hein, a été l'un des événements les plus célèbres de l'histoire de France. Cette victoire décisive a été d'emblée l'objet d'une propagande plus encore que d'une exploitation proprement militaire. Philippe Auguste n'a pas envahi pour cette fois le pays dont il a capturé le prince rebelle, Ferrand de Flandre. Il lui a suffi de retenir celui-ci prisonnier et il en a profité politiquement, retirant de sa victoire des avantages réels, quoique non illimités. Il avait fait, au cours des années précédentes, d'importantes annexions de son domaine royal, le Vermandois et pratiquement l'Artois, la Normandie avec le Grand Anjou, incluant le Maine et la Touraine, et la conservation de ces avantages lui suffisait apparemment. Mieux que Napoléon, il a su s'arrêter à temps, après avoir multiplié par 4 ou 5 le domaine royal et soumis les grands fiefs à une allégeance plus étroite qu'avant son règne, le sort de la France pouvant servir d'exemple à d'autres. Laissant le souvenir d'un beau succès obtenu au terme de combats difficiles qui avaient mis à l'épreuve le roi et son armée, la bataille de Bouvines a fait
a fait l'objet d'une célébration assez intense et régulière, renouvelée en France depuis 8 siècles. Elle a donné du courage aux soldats, de l'assurance aux dirigeants, tant qu'il y eut à mener des guerres nationales. Elle couronnait l'un des règnes les plus réussis, les plus fondateurs de l'histoire de France, par une belle résistance à l'invasion fort propre à faire oublier les aspects agressifs de Philippe Auguste, tel son projet d'invasion de l'Angleterre ou sa cruauté envers la ville de Lille, sans parler de ses intrigues un peu douteuses. La France n'avait-elle pas une dette vis-à-vis de lui et une obligation d'être à la hauteur de ce qu'il avait fait d'elle? Voilà, donc ça fait une belle introduction. Ensuite, j'avais trouvé le moment propice, page 67. Page 67. 67. Page 67, voilà, le moment propice. Alors, Guillaume le Breton compose avantageusement son héros, Philippe Auguste. C'est un copiste de l'époque, qui est la source essentielle pour les historiens des événements de Bouvines. Guillaume le Breton, un moine, un clerc, compare avantageusement son héros, Philippe Auguste, à Alexandre et à César. N'a-t-il pas guerroyé victorieusement durant davantage d'années que 32 avant d'en finir à Bouvines avec tous ses ennemis, contre respectivement 12 et 16? À dire vrai, le risque est grand que cette flagornerie ne se retourne contre le Capétien. Tant de campagnes pour ne conquérir que 3 provinces, et seulement la bordure méridionale de cette Flandre, que d'une certaine manière son premier mariage lui laissait espérer tout entière. Encore l'essentiel de la progression s'effectue-t-il dans un moment assez bref, exceptionnellement favorable. Dans cette interaction féodale rythmée pour une bonne part par les choses de la vie des grandes familles, naissance et mort, mariage avantageux et querelles successorales, les retournements de situation sont rapides. Ils seraient même radicaux si une certaine viscosité du système ne contribuait à amortir les chocs. De sorte qu'on avait rarement vu de renversement de tendance aussi rapide que celui entre 1199 et 1204. Dernier frère et principal héritier de Richard Cœur de Lion, Jean Santerre est très gêné dans la concurrence de son neveu, par la concurrence de son neveu Arthur, protégé et adoubé par Philippe Auguste. Mais il le surprend dans Mirambeau en août 1202 par une attaque brusquée et lui inflige une captivité dont le jeune homme meurt promptement en 1203. Jean Santerre ne traite pas bien non plus Hugues de Lusignan, comte de la Marche, et en s'emparant de sa promise Isabelle d'Angoulême pour l'épouser lui-même. Et c'est l'appel de Hugues à Philippe Auguste comme suzerain qui permet d'infliger à Jean une sanction des plus sévères, confinant à la spoliation. En effet, la cour du roi, composée des barons dociles, rend une sentence très sévère contre Jean. Elle le condamne à la confiscation, commise, de ses fiefs, ce qui permet la conquête effective par le roi de la Normandie du Grand Anjou en 1204 et 1205, le fief d'origine des Plantagenets. Le coup est d'une violence inhabituelle et l'on comprendra aisément qu'il faille ensuite plusieurs décennies aux Plantagenets pour se résoudre à la paix véritable. Le malheureux Henri de Lyon, père d'Othon de Brunswick, avait été lui-même dans l'Empire gravement dépossédé à la suite d'une sentence de la Diète en 1176, mais au profit de princes voisins un peu moindres, tels le comte d'Anhalt et l'archevêque de Cologne. Non de l'empereur. Philippe Auguste, au contraire, garde tout pour lui, distribuant tout de même des fiefs à ses tenants. La Normandie et le Grand Anjou se sont du reste laissés subjuguer assez aisément. Philippe Auguste confirmant les biens et privilèges de leurs barons comme de leur ville, et Jean Santerre ne venant pas en personne rallier ses fidèles et résister sur ses terres ancestrales. Il se murmure qu'il passe beaucoup de temps en Angleterre, au jeu de chèques ou dans les bras de sa jeune épouse. Voilà, donc c'est les données du problème, quoi. Voilà.
Ensuite, le troisième, c'est les forces en présence à Bouvines, hein, page 119. Page 119. 119. D'accord, d'accord. Que savons-nous de cet ost? Une chronique médiévale ne s'interrompt généralement pas pour présenter à son lecteur, à la manière des livres modernes, d'histoire les deux armées sur le point de s'affronter. Tel n'est en effet pas le cas de celle qui relate la bataille de Bouvines. Les narrateurs s'y élancent rapidement, à moins qu'ils ne le fassent précéder d'un conseil de guerre dans lequel le roi ou l'empereur s'assure de l'adhésion des grands barons ou de leur droit à se battre le dimanche, ou s'entendent mettre en garde sur la vaillance de l'adversaire. À la limite, c'est lorsque nos sources s'efforcent d'excuser les vaincus qu'elles nous donnent un petit aperçu sur les effectifs et les plans de bataille. Indication qui, d'ailleurs, vaut ce qu'elle vaut. Pour brosser le tableau des forces en présence, il faut glaner des événements dans le cours des récits ou raisonner sur les pièces d'archives qui concernent l'Ost capétien au fil du règne de Philippe Auguste, et pas spécialement pour l'été 1214. Il y aurait bien la Philippide, dans laquelle Guillaume le Breton introduit une sorte de catalogue épique des échelles à 6. Alors, je vous rappelle que Guillaume le Breton hein, est un clerc du Trégor, on appelle ça les Côtes d'Armor aujourd'hui, hein, qui écrit en latin. Il faut aussi s'amonceler, il fait aussi s'amonceler des nuages menaçants en face de son héros, le roi Philippe. De rudes guerriers levés en Flandre, en Lorraine, en Saxe, en Angleterre, se disposent à l'attaquer. Ainsi, le duc Henri, à qui le Brabant fournissait 1000 escadrons et plus, le Brabant dont le peuple est cruel dans les combats et expert en armes davantage que tout autre peuple. Suivent les Lorrains, des Ardenois, des Saxons, tous derrière des ducs, les agents de Jean avec un contingent anglais, les villes flamandes, populeuses et haineuses. Heureusement que, se confiant en Dieu et en la justice de sa cause, la bouillante valeur des Français ne s'arrête pas à compter le nombre de ses ennemis. Le poète s'est chargé lui-même de surestimer furieusement au passage certains des effectifs, en évoquant par exemple 90 000 Anglais. C'est impossible à l'époque. Ensuite, il nous rassure un peu en énumérant les forces venues avec le roi de France, chevalier de son hôtel, ou Mény, grand seigneur et banneret. Pas un mot toutefois sur les communes françaises, serait-ce pour faire contrepoids à celles de Flandre. Et alors même qu'en d'autres occasions, le même Guillaume le Breton a su faire un éloge vibrant de la commune de Mantes. C'est sur le duc de Bourgogne qu'il s'étend longuement pour finir, mais en se lançant dans un de ses exercices favoris, le tableau élogieux et fleuri, historique et géographique d'une région. Il ne nous a finalement pas appris beaucoup en ce tableau de 160 vers latins sur les deux armées, et il ne nous a pas garanti que toutes les échelles, tous les barons et bannerets mentionnés ont été effectivement engagés dans la bataille de Bouvines. Alors si vous voulez savoir le reste, il faut lire le livre. Voilà. Ensuite, comme je dis souvent, mais bon, c'est pour donner le goût, quoi. Alors, ensuite, le prochain, c'est Roi contre Empereur, page 161. Page 161. 161. Roi contre Empereur. Alors, le reste de cette bataille est plus déconcertant. Marqué par deux traits qui manquaient à l'aile droite française ou face à elle, des fuites sans combat, et la présence de combattants à pied. L'anonyme de Béthune en parle peu, le cistérien de Clermarais n'en relate qu'un épisode. Guillaume le Breton est le seul à en développer quelques-uns, confirmés ou nuancés laconiquement
par le fragment de Saint-Quentin. Son attention s'attache de manière très privilégiée à trois destinées, celle du roi Philippe en danger de mort, de l'empereur Othon, dont la fuite doit attester la défaite, et du comte Renaud. Chacun de ces épisodes représente un enjeu important, et nous les retrouverons à ce titre dans la deuxième partie de cet essai. Il s'agit en effet que Philippe Auguste ait bien été protégé de Dieu, que l'empereur Othon soit sorti clairement vaincu du combat, et que Renaud de Darmatin ait des circonstances atténuantes, sa vaillance et un reste de respect envers le roi de France. Ce centre et cette aile gauche ne sont pas bien distincts l'un de l'autre, et ne sont pas le théâtre d'un combat de chevaliers aussi virevoltant qu'à l'aile droite, comme si trop de piétons occupaient le terrain ou comme si les combats restaient sporadiques. Guillaume le Breton ne montre pas en mouvement sur ordre du roi que la bataille emmenée par Thomas de Saint-Valery, mais celui-ci n'accomplit toutefois pas de faits d'armes comparables à ceux de Gaucher de Saint-Paul, plus à droite. Le devant de la scène est occupé ici par l'affrontement entre deux ménilles, royale et impériale, qui seul maintient ici peu d'équilibre et de suspense, de palpitantes incertitudes. Non, loin de là se profile à peine à l'arrière-plan la troupe des Dreux, déclarée dense, mais dans les gestas dépourvue de figures de proue, et celle de Renaud de Darmatin et de ses deux associés habituels, Guillaume de Salisbury, qui va être capturé, et Hugues de Bove, qui aujourd'hui se dissocie de Renaud en prenant rapidement la poudre d'escampette. L'essentiel semble être une débandade de l'host impérial, à laquelle font exception quelques courageux. Le comte allemand, des comtes allemands dévoués, un comte français dévoyé, des sergents d'élite, un ou deux barons de Flandre et de Hainaut. C'est toujours l'histoire moderne jusqu'à John France, inclusivement, qui pense avoir à l'arrière-plan des masses de combattants, et c'est ce qui peut prêter à discussion. On doit en tout cas émettre un doute formel sur un plan de convergence des trois têtes de coalition anticapétienne, dont les historiens modernes se sont parfois servis dans leur reconstitution d'ensemble d'une grande bataille selon le modèle occidental de la guerre, clairement inadéquate à une guerre féodale, toute traversée d'interactions sociales. Chacun des trois chefs coalisés, mais non les ducs lorrains, devait marcher sur Philippe Auguste pour le tuer et provoquer ainsi la fuite des siens. Or, Ferrand en est empêché, puisqu'il se voit intercepté par l'aile droite française, de son côté par un geste de moralité. Renaud renonce à le faire, respectant, je crois, son seigneur, note Guillaume le Breton, dans la gesta, pour s'en prendre au comte de Dreux, son pire ennemi. Il laisse ainsi le Capétien en butte au sol Othon. Voilà, ensuite, d'autres événements. Voilà. Donc, ensuite, dernier acte, page 181. Page 181. Le dernier acte. Malheureusement, si Renaud de Damartin, pour ainsi dire, crève l'écran, cela ne nous donne pas pour autant un récit clair et complet, dans l'ordre exact des événements de ce qui se passe à l'ouest de l'aile droite des Français. Nous avons certainement certaines pièces d'un puzzle, mais non toutes, ce qui nous empêche de voir toute l'action, et nous peinons même à les emboîter ensemble de manière à en éclairer ne serait-ce qu'une partie. La scène autour de Renaud abattu mobilise entre autres, remarquons-le, deux hommes qui ont de vraies raisons de se haïr, et dont on aura pu attendre qu'ils s'affrontent directement. Jean de Nesle et Arnoul d'Ardenarde, rivaux pour la châtellenie de Bruges, on peut se demander si l'effort d'Arnoul pour secourir Renaud, en dépit de son apparence de générosité et de solidarité envers lui, n'est pas suscité davantage par l'envie d'arracher à Jean de Nesle, son grand ennemi, ce captif de marque auquel il prétend et dont la prise lui serait en effet reconnue. Dans la Philippide, Guillaume le Breton évoque les lauriers volés
de Jean de Nesle par un autre biais, avec davantage de malice. Après en avoir terminé avec les braves Allemands, défenseurs de la fuite d'Othon, il passe à l'aile gauche pour évoquer qu'il un combat qu'il avait oublié, ou craint de mentionner, dans la gesta. Ils ont engagé les gens de Dreux, mais non contre Renaud, qui avait dans la gesta recherché le combat avec le vieux comte Robert de Dreux. L'adversaire est cette fois ce demi-frère de Jean Santerre, Guillaume de Salisbury, surnommé Longue Épée, en raison de sa force, et qui forme habituellement, on s'en souvient, avec Renaud de Hugues de Bove, un trio opérationnel que j'ai proposé d'appeler les agents de Jean. Face à lui, la bataille de Robert de Dreux est en difficulté, de sorte que son frère l'évêque Philippe de Beauvais, qui a déjà défrayé la chronique des années de Braise entre 1197 et 1199, fait dans ce combat une entrée fracassante. Comme l'évêque Eudes sur la broderie de Bayeux, il recourt à la massue de peur de faire couler le sang et d'enfreindre ainsi avec trop d'éclat, pour ne pas dire avec trop d'éclaboussure, la règle canonique selon laquelle l'Église a horreur du sang. Ecclesias adheroret insigine. Il importe avec lui comme par hasard une massue. Et le voilà qui, en sexagénaire tonique, oublie sa qualité d'évêque et frappe l'anglais sur le haut du crâne, brise son aume et l'étend à terre, où il le contraint à imprimer comme sur un sceau toute la longueur de son corps. Toutefois, l'évêque ne veut pas publier ce fait d'armes, de peur de heurter à nouveau l'opinion, comme au temps de Richard Cœur de Lion. Et il ordonne donc à Jean de Nesle d'enchaîner le comte de Salisbury et de recevoir à sa place la récompense de la prise. Et pendant ce temps, rebelote, l'évêque continue à déquiller allègrement des ennemis à la massue et en prodiguer l'honneur et le profit charitablement à d'autres chevaliers. Heureusement que Guillaume le Breton est là pour rendre à ce réjouissant prélat, qui ne déparerait pas dans une chanson de geste, ce qui lui revient, et pour le justifier moralement. L'évêque de Beauvais ne voulait pas être accusé, en tant que prêtre, de souiller de sang ses yeux et ses mains, mais en fait, c'est comme pour l'infraction du dimanche. Il n'est pas interdit de se défendre, ainsi que les siens, pourvu que cette défense n'excède pas les bornes légitimes. Le problème se pose depuis longtemps, puisque dès l'époque de Charlemagne, les évêques allaient normalement à son oste sans toutefois se porter à la pointe du combat. On les déduit du fait qu'aucun d'eux n'est mort à ces guerres, comme ce fut le cas de plusieurs comtes plus engagés. L'évêque Philippe, petit-fils du roi Louis VI, semble avoir hérité de la fougue et de cet aïeux, si complaisamment évoqué par son ami l'abbé Sugère. Et il occupe, d'autre part, on l'a dit, l'un de ces évêchés royaux auxquels sont attachés des droits comtaux. Il n'est cependant pas le seul dans ce cas, et lui seul s'avise apparemment de venir avec sa massue à l'oste du roi. Voilà, donc c'est un passage de cette bataille. Voilà, donc ça c'était donc des sources de Dominique de Barthélemy, et je vais faire un petit passage de Georges Duby, le grand historien du XXe siècle, pour la féodalité. Donc il y a cet ouvrage là qui s'appelle donc Féodalité, hein, c'est une somme de son œuvre, et donc j'ai pris un passage, c'est page 938, c'est un ouvrage bien sûr qui comprend beaucoup les pages, hein, c'est 1500 à peu près. Alors 938, c'est où, c'est là. Donc c'est le Dimanche de Bouvines, hein, c'est un de ses ouvrages les plus connus, à Georges Duby. Et donc c'est le même sujet, hein, mais c'est traité de manière différente. Donc je voulais vous lire un passage, parce que bon, c'est une sommité dans le monde
de l'histoire médiévale. Donc la bataille n'est pas la guerre, j'ose même dire que c'en est l'inverse. La bataille est une procédure de paix. La vera était aventure saisonnière, entreprise de prédation, une sorte de cueillette régulière et hardie, conduite à la paysanne. C'est lourd ça. Prudemment, elle se déployait sous tout prétexte et prenait naturellement place dans une civilisation de la chasse, au sein de ce tissu de querelles toujours renaissantes qui opposait sans fin des puissances rivales et d'une égale avidité. Dans ce débat permanent, la guerre était un argument parmi d'autres. On l'employait comme on usait à d'autres moments du mariage, de l'échange de femmes entre lignages affrontés. Ainsi, au fil du conflit qui dressa si longtemps l'un contre l'autre, Philippe Auguste et Renaud Damartin, voit-on les empoignades alterner avec les repas de fiançailles, harcèlement, éclats de colère. La guerre était bravade, coups brusquement lancés dans l'espoir d'affaiblir une résistance, d'agripper quelque chose, de prendre gage. Elle n'apparaissait jamais que prélude à des rencontres moins violentes, où les antagonistes, les armes déposées environnées de leur parenté et clientèle, viendraient parler, crier, jurer, marchander, soumettre la cause à l'arbitrage, consentir à ceci, à cela, lâcher un peu, garder le plus gros, réclamer davantage, finalement, s'embrasser, manger et boire ensemble, assister à des liturgies et mettre au rencard pour un moment des haines toutes prêtes à ressurgir. La guerre fusait par les interstices d'un réseau de constantes palabres dont elle était toujours en préparation ou que séquelle. Ce qui rend compte également de ce souci de ne pas tuer. Car la guerre ne réglait jamais rien. Ce qui réglait, c'était des paroles, les échanges de serments après plaide. Les expéditions pillards n'étaient guère plus que des bourrades, interrompant quelque temps les parlements. Tandis que la bataille, au contraire, le praelium, s'établit au centre même d'une délibération pacifique. Elle met d'un seul coup tout en jeu, affaire de vieux, de seigneuresses, de souverains, affaire sérieuse et qui ne va pas sans quelque sérénité. Elle est au sein d'un plaid, une ordalie, comme il s'en organise devant les tribunaux d'alors, une épreuve, le recours ultime au jugement de Dieu. Son rôle est de forcer le ciel à se déclarer, à manifester ses desseins, à montrer une fois pour toutes, et de manière éclatante, incontestable, de quel côté se situe le bon droit. La bataille, comme oracle, appartient au sacré. Voilà, donc c'était ce grand écrivain, c'est un beau texte, hein, c'est une belle langue, celle de Georges Duby, et je pensais que c'était intéressant de le faire intervenir dans le débat. Et j'aime beaucoup cet auteur. Bon, c'est l'an 1000, c'est beaucoup d'ouvrages de haute qualité. Voilà, donc il y a Guillaume le Maréchal, hein, j'avais oublié. Ouais. Tout ça c'est à lire, c'est une merveilleuse écriture et c'est d'un grand enseignement. Donc Georges Duby, hein, n'hésitez pas à... Donc ça c'est chez quel éditeur ça? Je ne me souviens plus. Je ne sais plus. C'est chez Gallimard, hein, tout simplement. Donc c'est un bel ouvrage chez Gallimard, Georges Duby. Voilà. Il faut au moins le consulter en bibliothèque, quoi. Et donc je vous rappelle qu'on a vu pour cette fois-ci la bataille de Bouvines de Dominique Barthélemy, hein, c'est donc un historien plus récent, hein, et un peu de Georges Duby, cette merveilleuse écriture. Et puis la semaine prochaine, ce sera le romancier du coup, hein, puisque c'est le thème de l'émission. Donc on passera à Jean d'Aillon, bien connu, hein, Bouvines, 1214. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine du coup. Et à très bientôt.